Vous écoutez le balado Collatéraux. Aujourd'hui, nous sommes avec Cindy Guide d'Atelier Saturne. On discute des enjeux éthiques de l'industrie de la pierre précieuse et de l'apport essentiel de la communauté virtuelle dans la création d'une entreprise. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à le partager et à contribuer via notre compte Patreon. Un grand merci d'être avec nous et bonne écoute! Alors, moi, je m'appelle Cindy, puis je suis la fondatrice d'Atelier Saturne. Je suis arrivée au Québec il y a 2 ans. Euh, il y a quelques années, ça fait maintenant quand même pas mal de temps, presque 10 ans, j'ai commencé à créer du contenu sur Internet pour conseiller les gens sur avoir une vie un peu plus éco-responsable sur plein de choses. À la base, c'était sur les cosmétiques naturels parce que je travaillais dans ce domaine-là. À la base, je travaillais en parfumerie, puis je me suis rendu compte de ce qu'on mettait dans nos produits, dans les produits que je vendais en fait aux clientes. Puis je me suis dit que c'était pas possible et qu'il fallait que j'arrête ça. Donc j'ai commencé à passer du côté green de la force et à vendre des produits naturels. Puis après, ça a un petit peu déboulé sur tout, la mode éthique, etc. Commencer à expliquer aux gens qu'il y avait des solutions en fait plus éthiques. Et puis ça s'est transféré sur tout mon mode de vie, hein, les vêtements, la nourriture, sur plein de choses. Et j'ai toujours eu ce petit côté entrepreneurial en moi, mais j'ai jamais vraiment osé. Puis c'est en arrivant au Québec que je me suis dit, waouh, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de jeunes entrepreneurs. Ça m'a donné un petit peu cette envie de moi aussi tenter l'expérience. Puis ensuite, il y a eu la pandémie qui est arrivée. C'est là que je me suis dit, c'est le moment ou jamais, en fait, hein. Et voilà, 2 ans après, je suis là et maintenant 100% à mon compte avec ma petite entreprise, Atelier Saturne. Est-ce que tu dirais que c'est comme la pandémie qui t'a vraiment donné le temps de le faire? Je dirais pas que c'est peut-être le temps, mais je dirais peut-être le courage, parce qu'en fait, au début, c'était tellement incertain, on se demandait tellement ce qui est en train de se passer finalement, que je me suis dit, qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ta vie et que tu regretterais de ne pas avoir fait? Et c'était d'entreprendre en fait, hein, parce que je savais pertinemment que je l'ai toujours su, que j'étais pas faite pour travailler pour quelqu'un en fait. Et il y a tellement de choses que je voulais faire par moi-même que je me suis dit, c'est dommage de perdre du temps et pas trouver le courage de le faire. Puis il y a eu la pandémie, je voyais qu'il y avait plein de petites entreprises, plein de gens qui trouvaient le courage de le faire, et je me suis dit, ça faisait déjà des années que je fabriquais mes propres bijoux moi-même et que tout le monde me complimentait autour de moi, et je me suis dit, mais pourquoi je ne les vendrais pas, mes bijoux? Et voilà, c'est là que ça a démarré en fait, hein. Ça m'a aidé à trouver le courage. Peut-être pas le temps, parce que le temps, quand on veut, on le trouve. Même le soir, quand on sort de sa job, on peut toujours trouver le temps. Bon, après, j'ai pas d'enfants, donc forcément, ça joue aussi. Je pense que quand on a des enfants, c'est un peu plus compliqué de trouver le temps, c'est vrai. Mais moi, dans ma réalité, c'était surtout trouver le courage en fait et le bon moment pour le faire. Mhm. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi Atelier Saturne? Quelle est la petite histoire derrière le nom? Apparemment, quand j'étais petite, vraiment, je trouvais que Saturne était comme différente des autres planètes, certainement à cause de l'anneau, en fait, hein. Et puis, c'est resté, ça a toujours été une planète qui m'a un peu fascinée, déjà petite. Puis, j'aime beaucoup tout ce qui est relié à l'astrologie aussi. Mon signe astrologique, c'est Capricorne. La planète du Capricorne, j'ai appris des années après, c'est Saturne. Et en fait, voilà, cette planète, elle est différente. Et moi, je voulais créer quelque chose de différent. Donc, on en viendra après, là, sur la bijouterie fantasy. Je me suis dit, j'ai envie de créer de la bijouterie fantasy, mais pas cheap, pas quelque chose que tu jettes à la poubelle après l'avoir porté 3 fois, là. Je me suis dit atelier Saturne, parce que ma maison est clairement un atelier maintenant. Je regarde autour de moi, il y en a de partout, des perles. Donc, atelier Saturne, et voilà, ça n'a Et jamais bougé. Saturne, c'est la seule planète de notre système qui porte un bijou. Oui, c'est vrai, au Et qui final. porte un collier. C'est vrai, elle a un anneau, Moi, j'étais clairement. certaine que c'était ça, en fait, l'idée. Non, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai au final. Puis, justement, parle-nous un peu des bijoux, en fait, que tu fais. Alors oui, en fait, moi, je fais des colliers, des boucles d'oreilles. En fait, le produit phare, d'ailleurs, de ma boutique, c'est surtout les boucles d'oreilles, parce que c'est ce que je préfère aussi. Donc forcément, on a tendance aussi à vendre mieux ce que l'on préfère. Des bracelets et aussi, depuis peu, des ear cuffs. Des ear cuffs, c'est comme des petites bagues d'oreilles, en fait, qu'on met à l'oreille. Ça évite de se faire un piercing. C'est quelque chose qu'on peut changer quand on veut, hein, comme une boucle d'oreille, en fait. C'est un petit bijou d'oreille. Ça, c'est depuis un mois à peu près.
pas OK. plus. Puis est-ce que c'est le genre de produit que tu peux conseiller aux gens justement qui ne peuvent pas porter à cause d'allergies? Oui. Donc en fait, c'est des pierres, c'est collé à l'oreille, ça bouge pas. Ou alors, c'est avec des petites perles séparatrices, comme pour faire des bracelets ou autre. Donc ça bouge pas au niveau de l'oreille et ça rentre pas dans l'oreille, donc ça peut pas faire d'allergie en soi. Mhm. Puis si, admettons, tu avais un mot ou une phrase pour définir le style de l'atelier Saturne, ça serait quoi pour définir tes collections de bijoux? Ben, c'est rigolo parce que justement, j'ai posé la question sur Instagram il y a 2 jours à ma communauté. J'ai dit, si vous deviez donner juste un mot pour Atelier Saturne, ce serait quoi? Et le mot qui revenait toujours, c'était magique. Hmm. Parce que c'est vrai que j'essaye toujours de donner ce petit aspect un petit peu céleste aux choses. Alors, pas pour tous mes bijoux, mais j'essaye de rendre toujours, de donner un petit côté magique, en fait, bah, qui me définit bien parce que c'est vrai que moi j'ai toujours aimé un petit peu cet univers un peu magique, puis ça va bien avec le nom aussi, Atelier Saturne. Donc Mhm. c'est ça, j'essaie vraiment de mélanger toutes mes passions dans ma compagnie en fait. L'upcycling, le vintage aussi, puis le petit côté un petit peu plus ésotérique que j'aime Mhm. beaucoup, ouais. Puis le type de pierre justement avec lequel tu travailles rappelle justement quelque chose d'astral, des pierres Exactement. semi-précieuses, des perles, quelque chose Oui, de très exactement. naturel. Oui, oui, Non. oui, c'est ça, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais. Parce que même les pierres, en fait, je les sélectionne. Bon, ça fait quand même déjà longtemps que je m'intéresse aux pierres. Ben, j'ai commencé à 15 ans, encore pareil. Hein. L'année de mes 15 ans, ça a été une année de révélation pour moi. J'ai commencé à m'intéresser aux pierres et à ces dérives également, en fait, parce que maintenant, tout est business et on trouve énormément de fausses pierres sur le marché. Ce qui est terrible, en fait, c'est un fléau même. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est pour le Canada, mais je sais que, par exemple, en Europe, c'est interdit. Il y a une législation sur ça. Tu n'as pas le droit de vendre des fausses pierres, en fait, parce que c'est un produit qui est censé être minéral. Tu n'as pas le Mhm. droit de De le mentir sur vendre ça. sous sa fausse identité, en fait. Exactement. Et c'est un vrai fléau. Et moi, je me suis quand même énormément auto-formée sur ça lorsque j'étais adolescente et j'ai continué à m'auto-former encore jusqu'à maintenant. Et j'arrive totalement à reconnaître une vraie et une fausse pierre. Et je peux vous assurer que pendant mes virées shopping, si je peux me permettre, pendant que je fais les friperies, je trouve énormément de fausses pierres. C'est très frustrant parce que parfois c'est très beau. Ça m'arrive d'en acheter des très très belles, mais par contre, j'explique toujours dans la description du produit que ce n'est pas une pierre. Je ne le vends Mhm. même pas sous une fausse appellation parce que c'est déjà, pour moi, c'est hors la loi. Je ne sais pas si ici c'est légal, mais en tout cas, pour moi, c'est hors de question de donner un nom de pierre, comme un exemple, là, la malachite ou l'opalite. Tu vas trouver plein de sites où on va te donner les vertus de l'opalite, alors que l'opalite, ben, c'est un dérivé de l'opale. Ça ressemble énormément à l'opale, sauf que c'est du verre. Comment tu peux donner des vertus à du verre? C'est pas possible. Mais malheureusement, oui, c'est limite risible, mais c'est une dure réalité. On en trouve Mhm. absolument de partout. Tu verras sur Google, tu pourras taper opalite. Tu vas voir que tu vas avoir une trentaine de sites qui vont réussir à te sortir des vertus, alors que c'est du verre. Mhm. C'est pitoyable et pour moi, ça devrait être interdit, quoi. Mhm. Puis c'est quoi justement tes critères quand tu magasines du seconde main? Parce que est-ce que c'est des dons ou tu achètes les bijoux de seconde main pour les Il y a- reconditionner? Alors, j'ai plusieurs sources en fait. À la base, c'était juste les friperies. Puis, je me suis rendu compte de plein de choses. Déjà, les friperies, c'est un temps monstrueux. Parce qu'il y a des fois, ça m'arrive de passer des journées entières, hein, l'ouverture jusqu'à la fermeture des Renaissances à chercher. Puis, je trouve trois choses. Et honnêtement, le temps, je l'ai appris en commençant à entreprendre. Le temps, c'est de l'argent. Et il y a des fois, bah, tu te retrouves que tu n'as presque rien. Et je me suis dit, OK, c'est pas suffisant. Donc, j'ai commencé après à rechercher sur Marketplace. Ça m'a permis aussi de faire plein de rencontres, plein de connaissances. J'ai acheté, grâce à Marketplace, plein de stocks de personnes qui ont commencé, même pendant la pandémie, à fabriquer des bijoux. Puis au final, ça les a saoulés. Ils ont mis leur stock de côté. Donc, je leur ai racheté leur stock. Euh, donc, c'est ça, il y a les entreprises, les friperies. Et là, depuis peu, il y a un nouveau système que je fais qui me ravit parce que c'est un gain de temps énorme et une sélection magnifique. En fait, c'est mes clientes, quand elles se lassent de certains bijoux qu'elles ont achetés ou qu'elles ont des bijoux cassés, carrément, elles me ramènent leurs bijoux, en fait. Et moi, en échange, je leur offre un rabais sur ma boutique. Et ça me Mhm. permet d'une, gagner du temps et de fabriquer des choses, en fait, avec les bijoux de mes clientes. Donc, faire une économie circulaire, en fait. Je trouve ça juste génial. Et ça leur permet aussi parfois de connecter ensemble.
Parce que ça m'arrive de mettre des bijoux sur Instagram. Tu as une cliente qui dit: «Oh, c'était avec mes perles, je reconnais, c'était mon collier.» Puis tu as l'autre cliente qui commande derrière et qui dit: «Ah, ben je l'ai acheté, voilà, c'est avec ton collier.» Et puis c'est tellement drôle. J'adore. C'est super intéressant. Puis, c'est quoi les critères quand tu choisis? Tu sais, tu dis des fois, je peux sortir avec juste 3 trouvailles. C'est quoi les Ouais. critères? Est-ce que tu donnes des critères pour choisir ou c'est vraiment l'esthétique qui prime? Alors, je te dirais que il y a quand même pas mal d'esthétique, j'avoue. Il va y avoir quand même, bah, déjà, la chose, pour moi, les plus belles trouvailles que je puisse faire, c'est des vraies pierres. Mhm. Quand je trouve des pierres, c'est là où je suis vraiment le plus heureuse parce qu'à la base, Atelier Saturne, je voulais en fait upcycler que des pierres semi-précieuses. Sauf que je me suis rendu compte que si je faisais ça, c'était très restreint parce que j'en trouve très peu en fait. Il y en a très peu. En règle générale, quand tu as une très belle pierre, tu vas pas la donner aux Renaissance après, quoi, hein. Mhm. Donc, ou tu la donnes à un ami ou à de la famille, mais c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup que je trouve. Donc après, je me suis dit, je vais chercher aussi des bijoux fantaisie, tout simplement, mais qui sont super beaux. En fait, je fais vraiment au coup de cœur. En règle générale, quand je vois un bijou, même s'il est moche sur le coup, je regarde, genre, mon cerveau, c'est comme s'il arrivait à, à couper le bijou en plusieurs parties. Je me dis, OK, tout le reste du bijou est moche, mais il y a une pierre dessus qui est magnifique et je sais qu'avec, je pourrais faire un super joli collier. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète le collier, puis avec toutes les perles que je ne vais pas utiliser, je les mets dans un sac. Et ensuite, à mon tour, tous les bijoux, les perles, les breloques que je n'ai pas utilisées de ce que j'ai chiné en fait en friperie, je le mets sur Instagram et en règle générale, je dis qui veut ce sac pour utiliser les perles. Donc parfois, c'est des mamans qui les prennent pour leurs enfants, pour enfiler les perles ensemble. Ou parfois, il y a d'autres petites boutiques qui font de l'upcycling comme moi, qui récupèrent les bijoux pour en mettre sur leurs bijoux, sur leurs vêtements, pour coudre aux vêtements, pour faire des sacs, plein de choses. Donc en fait, c'est toujours tout réutilisé. D'ailleurs, j'ai très peu de déchets. Honnêtement, je dois jeter une toute petite poubelle de déchets, je dirais, par mois. Pas plus. Mhm. Vraiment pas J'imagine plus. que c'est des perles comme qui sont trop abîmées, c'est ça? Oui, parce que parfois ça arrive, en fait, il y en a des abîmés, puis il y a aussi toutes les étiquettes des Renaissances avec les prix Mhm. dessus, en fait, Mhm. toutes les fils, beaucoup de fils, et le peu d'emballage que j'ai de matières premières, en fait. Je pense que c'est vraiment tout ce que je jette. J'ai très peu de choses, vraiment, et des papiers parce que ben, parfois il y a de l'administratif et malheureusement, on voit ça dans des enveloppes, mais c'est vrai que j'essaye vraiment de limiter les déchets au maximum et honnêtement, bah, ça fonctionne bien, je suis trop contente. Mhm. Puis justement, tu me disais que les fermoirs, dans le fond, de tes bijoux sont neufs. Oui, totalement. Les fermoirs des bijoux sont neufs. Les chaînes que j'utilise aussi pour mes colliers sont neufs et en acier inoxydable. Pour ce qui est d'argenté, pour ce qui est doré, c'est de l'or vermeil 14K sur de l'acier inoxydable. Donc ça, en fait, ça bouge pas et ça fait que les bijoux sont vraiment durables et ne rouillent pas. C'était vraiment important pour moi, en fait, de faire du bijou fantaisie, mais qui, en fait, ne va pas te faire les oreilles toutes vertes ou le cou tout vert. Parce que pour moi, ça, c'est impensable. Je me voyais vraiment pas, en fait, faire de l'upcycling, mais en faisant des bijoux bah, jetables au bout de 3 fois, parce que ça n'a pas de sens. Moi, je veux vraiment rester dans cette gamme, en fait, de bijoux fantaisie, à un prix quand même très raisonnable, pour comme ça, les gens peuvent se permettre de changer tout le temps de paire de boucles d'oreilles par rapport à leur tenue ou leurs envies, ou ce dont ils ont envie d'utiliser, par exemple, en termes de vertu, là, pour les pierres. Il y a des jours où tu vas avoir envie de mettre du quartz rose, il y a des jours où tu vas avoir envie de mettre des pierres noires, voilà, mais tout en gardant quand même cet esprit de oui, je change de bijoux souvent, mais ils sont durables, quoi. Moi, c'était vraiment ça l'enjeu principal. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'acier inoxydable, parce que ça ne bouge Mhm. pas. J'ai commencé mes propres boucles d'oreilles à 15 ans avec des bijoux à moi que j'avais cassés ou des bijoux qui étaient restés dans la famille et qui étaient vraiment plus au goût du jour. Et en acier inoxydable. Et à date, je les ai encore. Et j'avais 15 ans, j'en ai 27, quoi. Donc voilà, hein, pour moi, c'est un très, très bon matériau. Mhm. Puis c'est ça, l'acier, en fait, qui a une apparence ben, grisonnâtre. Oui, c'est Comment tu ça. me disais qu'au lieu du plaquage, tu as choisi, dans le fond, l'or vermeil? Exactement. Et ça, j'ai mis du temps à trouver ça parce que au départ, j'utilisais du plaqué en fait et sur moi, ça ne bougeait pas. Et je l'ai fait tester à mon entourage et il y a une personne dans ma famille qui boit énormément de café. En fait, c'est rigolo parce qu'en fait, on a compris grâce à ça et grâce à des recherches Internet aussi.
Et en fait, quand tu bois par exemple beaucoup de café ou que tu es une personne stressée, ton corps est plus acide et donc ronge les matières. Mais pas que les matières type boucle d'oreille, bracelet ou autre, ça ronge également les vêtements. C'est pour ça qu'il y a des fois, les vêtements déteignent à l'intérieur parce qu'en fait, le corps rejette de l'acidité et donc en fait, ça ronge. Donc le plaqué, le problème, c'est le plaqué, c'est d'ailleurs vraiment pas cher en règle générale parce que ça va être une fine couche d'or ou parfois juste de doré qui va être sur du cuivre en règle générale. Hein. Le problème, c'est qu'une fois que la personne elle a rongé toute la partie or, déjà le bijou n'est plus doré, il va redevenir argenté. Si c'est sur de l'acier inoxydable, sinon il va certainement prendre une couleur un peu marronâtre parce que là c'est du cuivre. Et sur le long terme, tu vas finir avec les oreilles verte parce que c'est le cuivre, ça rouille. Donc finalement, le plaqué, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée parce que ça allait pas avec le concept et ça allait pas avec la notion de durabilité que je voulais avoir. Donc j'ai trouvé le vermeil qui, pour être 100% honnête, est extrêmement plus coûteux. C'est même pas comparable. C'est très cher le vermeil. C'est pas non plus de l'or. Je voulais pas partir non plus sur des gammes en or parce que c'est très cher. L'or, c'est très très cher. Et le problème, c'est que si j'avais utilisé dès le départ de l'or, ça rentrait plus dans le concept parce que j'aurais dû faire exploser mes prix. Et au final, là, on serait parti sur une gamme de prix extrêmement chère. Et moi, c'est pas ça que j'ai envie, en fait. J'ai envie que les gens puissent s'acheter des bijoux pas chers, mais tout en ayant des choses qui ne bougent pas à leurs oreilles, qui rouillent pas. C'est quoi ton objectif, si tu veux, à court ou à moyen terme pour Atelier Saturne? C'est tellement une bonne question parce que c'est fou. À la base, je suis quelqu'un qui est très prévoyante, qui a tendance à penser long terme dans la vie, mais Atelier Saturne, ça m'est tellement tombé sur la tête, en fait, que j'ai pas. Je sais que c'est fou, surtout d'un point de vue entrepreneurial, mais j'ai pas d'objectif long terme parce qu'en fait, tout est allé très vite. J'ai créé ma compagnie pendant la pandémie, puis j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup connecté avec d'autres entrepreneurs et en fait, le bouche à oreille a fait que je me retrouve maintenant à travailler 100% à mon compte et qu'il y a encore même 3 mois, jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait. Donc, j'arrive même pas encore à me fixer des vrais objectifs parce que je suis encore en train de réaliser ce que je suis en train de faire. C'est tellement fou et je suis tellement contente de voir qu'en fait, le projet plaît aux gens. J'avais vraiment peur de ce côté, en fait, de réutiliser les choses parce que j'avais peur que les gens trouvent ça sale. Et surtout, voilà, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut toujours constamment expliquer aux gens le concept parce que parfois les gens, et ça arrive très souvent d'ailleurs, ne connaissent pas l'upcycling au sens large du terme, que ce soit pour les vêtements ou autre. Là, je le vois quand je fais les marchés, les pop-up et que je demande aux gens s'ils savent ce que c'est, ils ne savent pas. Donc, je trouve ça génial. Il y a quand même une grosse partie aussi où on essaie de transmettre aux gens la démarche de l'upcycling. Et c'est tellement intéressant. Je trouve que le regard des gens change et ils se disent, ben, c'est vrai que maintenant, on arrive à un stade où on n'a presque plus le choix et que tout le monde devrait faire ça. Pour moi, tout nouveau entrepreneur devrait toujours avoir une partie quand même responsable parce que bon, là, je veux pas faire tourner le balado d'un point de vue négatif, mais on est quand même dans un moment dans le monde entier qui est critique en termes environnementaux et on devrait faire chacun mettre une pierre à l'édifice pour essayer de faire quelque chose de mieux en tout cas. Et je vois que les gens, ça direct, ça catch là quand je leur dis, je vois que le regard change, ils se disent ouais, c'est vrai que ben, mine de rien. Les bijoux, c'est bien, mais bon, acheter 20 bijoux par an qui sont fabriqués avec des trucs en toc que tu vas mettre 3 fois, ben, c'est peut-être pas la meilleure solution environnementale là. Et tu peux très bien maintenant être stylé, que ce soit avec les vêtements, les bijoux ou autres, tout en dépensant pas beaucoup et de manière éthique. Maintenant, en 2022, on s'est rendu compte que c'était totalement possible et faisable, tout en respectant également les gens qui travaillent derrière. Puis est-ce que toi, c'est quelque chose qui, tu sais, le fait que, là, évidemment, tu as démarré, veux pas, la compagnie, puis c'est probablement les premiers clients, c'était les gens d'Europe plutôt, même, qui connaissaient Atelier Saturne. Est-ce que c'est quelque chose qui, tu sais, le transport du fait que tu produis à Montréal, puis que une grosse partie de ta clientèle est en Europe, est-ce que c'est quelque chose, dans le fond, que... Alors, j'y ai énormément pensé au départ, en fait, ça me bloquait pas mal.
Mais en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui m'ont un petit peu calmée sur ça. J'ai beaucoup parlé avec Post Canada à l'époque, quand j'ai créé mon compte petite entreprise, etc. Et en fait, on m'a souvent expliqué que ça, très régulier pour les toutes petites commandes type enveloppe. Souvent, ça partait en fait en soute dans des avions qui transportaient déjà des gens qui partaient en voyage. Je ne parle pas là de gros colis qui partent en conteneur, hein. Là, c'est des avions spéciaux, etc. Et déjà, ça m'a un petit peu rassurée. Je me suis dit, dans tous les cas, qu'il y ait mes enveloppes ou pas, l'avion, il va partir. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Donc déjà, Surtout ça m'a rassurée. au poids que ça. C'est ça ne pèse absolument rien. Mes colis pèsent à peu près 30 grammes. Mhm. C'est rien de rien. Je pense que par contre, quand tu vends des gros produits, là, il peut avoir un gros impact, je pense. Mhm. Parce que Mhm. forcément, ça prend des conteneurs. Moi, ça Mhm. part pas en conteneur. Pour te dire, mes colis, ils arrivent en France euh, en moins d'une semaine. Ils partent avec des avions normaux. Il y a des fois, ils restent en fait bloqués pendant longtemps à Montréal. Et une fois qu'ils arrivent en France, en fait, ils arrivent presque directement à la destination. Mes colis arrivent plus vite en France qu'au Québec. Oh là là. Et c'est une réalité. C'est fou, je sais, mais c'est une réalité. Donc ça, déjà, ça m'a un petit peu calmée. Puis ensuite, j'envoie mes colis avec Etsy pour ce qui est de l'international. Pour le Canada, je le fais avec mon propre site. Mais en fait, Etsy a un bilan carbone vraiment ridicule parce qu'ils ont tout un système en interne pour gérer ça, justement. Parce que Etsy est quand même très branché éco-responsable. Ils essayent vraiment, vraiment tous les ans de faire énormément d'efforts à ce niveau-là. Donc, ils ont plein d'accords avec toutes les postes en fait, du monde entier. Ils ont un bilan carbone qui est ridicule. Et d'ailleurs, ils nous font tout le temps des retours sur ça, nous, en tant que vendeurs. Et je trouve ça génial et rassurant. Et je Mhm. pense que le bilan carbone hors Etsy, il est quand même beaucoup plus impactant. Je pense peut-être, honnêtement, je commence à me questionner si mes colis envoyés à l'autre bout du Canada, style à Vancouver, ils sont pas plus euh, polluants finalement que mes colis envoyés en France. C'est une Au vraie niveau du question que je me carburant. pose. Mhm. Oui, Mhm. oui, ouais, vraiment. Puis au niveau des enjeux justement qui entourent l'industrie du bijou, Oui. est-ce que tu peux nous parler un peu justement de pourquoi tu as choisi de travailler avec des pierres précieuses récupérées au lieu des pierres Oh, neuves? waouh. Oh, là, on touche un sujet qui me touche particulièrement. Et à la base, c'est pour ça, à Atelier Saturne, je voulais fabriquer que des bijoux à partir de pierres. Bah, après, je me suis rendu compte que c'était pas faisable parce que sinon, j'aurais été très restreinte. J'aurais eu que 3 bijoux sur mon site. Mais en fait, c'est parce que j'ai eu un petit choc. J'avoue que ça a été un bouleversement pour moi. Il y a quelques années, j'ai vu un documentaire en fait sur les pierres, l'extraction des pierres. Et ça m'a énormément tourmentée. Genre, j'ai pleuré là. J'ai eu un énorme choc. Alors, déjà, parce que il y a le côté environnemental où en fait on te défonce, parce que c'est le mot, on te défonce les sols avec des énormes machines pour aller chercher des cristaux qui sont là parfois depuis des milliers d'années, hein. Donc là, on est en train de tuer les sols, surtout les pays pauvres, évidemment, parce que c'est toujours dans les pays pauvres que ça tape en premier, évidemment. Puis en plus, c'est souvent dans les pays pauvres qu'il y a les meilleures ressources. Alors, donc déjà, il y a ce côté-là où en fait, on te démonte le sol et donc on vient bouleverser tout un écosystème, hein, en dessous de la terre euh, pour aller en fait puiser des pierres qui sont là depuis des millénaires et pour certaines et qui vont mettre énormément d'années pour se reformer finalement parce que c'est tellement long comme processus. On ne parle pas de plantes là, on parle d'un minéral. Ça prend des milliers d'années. Et au-delà de ça, il y a le côté humain de la chose, en fait, où d'ailleurs, c'est ça qui m'a traumatisée vraiment, où en fait, j'ai vu que, désolé, ça va pas être très gai là, mais c'est une réalité et je pense qu'il faut en parler parce qu'on n'en parle pas assez, où en fait, souvent dans les mines, c'est des petits trous qui sont creusés et on envoie des enfants, en fait, aller chercher les minéraux et parfois, ils ne remontent pas les enfants. Voilà. Et ça, c'est le côté pour moi, c'est la deep stone. Genre, vraiment, c'est tout ce côté immonde euh, engendré par les abus, par la mode, parce que c'est devenu une mode maintenant, les cristaux. Et tout le monde en achète et en abuse. Et en fait, c'est des gens qui souffrent pour nous et pour nos abus ridicules. Hein, qu'on soit d'accord. Et je parle de, quand je dis nous, je m'inclus dedans parce que moi, j'ai fait partie de ça, hein, aussi. Et je me suis dit, mais je ne peux pas encourager ça. Alors, je sais que j'aurais certainement
explosé en fabriquant beaucoup de bijoux avec des pierres achetées directement chez un fournisseur Mhm. en Chine ou au Brésil qui fabrique des pierres parce que je m'y connais en pierre, ça fait des années que je m'auto-forme dessus. Les vertus, il n'y a pas de problème, je pourrais te faire des conférences et ça me plairait d'ailleurs de le faire. Mais j'ai décidé de pas vendre ça, en fait, parce que pour moi, si je vends ça, j'encourage ça et c'est hors de question que j'encourage ça. Et j'étais tellement, tellement, tellement malheureuse, en fait, de réaliser que ma passion, elle était nocive pour l'environnement et pour l'humanité également. Donc, j'ai décidé d'en acheter d'occasion. Donc, c'est là que le parcours du combattant a commencé parce qu'il fallait trouver des vraies pierres. C'était très dur. J'ai appris à faire des tests pour aussi, parfois, quand j'ai des doutes, à casser des pierres, connaître leur dureté. Bon, ça, c'est un peu plus technique, mais savoir un petit peu le démanteler le vrai du faux là dans tout ça parce que c'est une mode et donc forcément il y a des vraies pierres, il y a des fausses pierres, c'est comme tout, hein. Mais oui, voilà, c'est ça, c'était vraiment le côté un peu obscur de la bijouterie et que c'est terrible et honnêtement, ça me ronge là parce que quand je vois ça partout, là, j'ai envie d'hurler et après, je me fais passer pour comme une extrémiste, mais ça me rend tellement malade de me dire, il y a beaucoup de personnes qui savent en fait ce qui se passe, mais qui continuent quand même à vendre et je me dis, mais comment c'est possible qu'on en soit là dans le monde, dans le monde, quoi. Mhm. C'est Mhm. dur en fait. Mhm. Donc voilà, c'est aussi ça, Atelier Saturne, c'est qu'une pierre, ça fait des millénaires qu'elle est là. C'est pas parce elle était avant portée par une dame qui peut-être maintenant elle est même plus de ce monde, qu'elle est plus utilisable. Bien sûr que si, elle est utilisable. Et certainement que si c'est une pierre qui est vieille, elle doit être encore plus de qualité parce qu'à l'époque, ils travaillaient tellement mieux que maintenant. Et Mhm. peut-être qu'elle est épuisée aussi de manière éthique parce que attention, hein, pas tous les fournisseurs ne sont pas éthiques, hein. Tu as des fournisseurs éthiques, mais tu le retrouves dans le prix des bijoux finaux, hein. Tu le retrouves dans le prix du bijou, Oui. hein. C'est toujours plus cher les bijoux avec des pierres éthiques et honnêtement, c'est très très rare. Il n'y en a pas Mhm. beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Il y en a quelques-uns au Canada, cela dit. J'en ai Ah. trouvé au Canada, même à Montréal. C'est eux-mêmes qui vont chercher leurs pierres, mais c'est des pierres qui sont 100% canadiennes. Mhm. Et c'est génial. D'ailleurs, au Canada, il y a vraiment des magnifiques pierres, comme la labradorite, qui vient directement de l'île du Labrador. C'est magnifique, c'est connu dans le monde entier, c'est une des plus belles pierres. Et celle-ci, c'est totalement possible, n'importe qui peut aller la chercher de manière éthique. Tu me disais comme quoi parfois tu peux aller chercher une pierre semi-précieuse, une pierre précieuse ou même un bijou vraiment plus de fantaisie, mais qui va avoir une super belle apparence, qui va être durable. Comment tu fais après pour fixer le prix? Est-ce que à chaque fois en fait que tu le mets sur le site, tu expliques toutes les propriétés et les caractéristiques du produit, puis le coût un peu qui va avec? Comment tu fais pour les départir? Alors, j'avoue que au niveau du prix, c'est assez facile en fait. Déjà, il y a la valeur du produit. Par exemple, si c'est une pierre semi-précieuse, ben, je vais regarder un petit peu à peu près le prix du marché pour m'aligner aussi. Euh, et il y a toujours quand même, ben, évidemment, je compte mes matières premières, etc., qui coûtent souvent d'ailleurs très cher. Euh, et il y a aussi, j'essaie vraiment de mettre dans le prix de mes produits mon temps de travail et de recherche. Donc, voilà, c'est comme ça que j'essaye de fixer à peu près mes prix. Après, pour ce qui est de l'explication sur les bijoux, oui, quand c'est des pierres, j'écris toujours les bienfaits, les vertus. C'est évidemment toujours avec la petite mention comme quoi c'est pas un médicament. Il faut quand même remettre les choses un peu dans leur contexte, hein. Ça peut être des aides. C'est surtout très spirituel. Il n'y a pas encore eu de preuves scientifiques, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est beaucoup au ressenti des gens. On a eu des retours et puis ils ont réussi, grâce au retour des gens, à faire des espèces de trames pour chaque pierre, on va dire. Mais, euh, mais oui, en fait, en règle générale, je dis aux gens, cette perle a été trouvée sur un collier vintage ou autre. Tu es super active, moi, je trouve, sur les réseaux sociaux. Puis je me demandais, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est comme on peut pas passer à côté de ça, à côté de ce rapport-là à l'entrepreneur, ou c'est vraiment un choix que toi, qui est personnel, qui vient de ta personnalité, du fait que tu as déjà de l'expérience dans la chaîne YouTube?
Pour moi, c'est clair que maintenant, c'est malheureux à dire et je sais que ça plaira pas à tout le monde, malheureusement, mais c'est vrai que maintenant, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. C'est la base de tout, en fait, parce que les gens sont connectés tout le temps. Et quand on regarde finalement le peu de gens qui sont pas connectés, ben, ce n'est pas la masse. C'est pas la masse. Et quand tu communiques, en règle générale, tu communiques pour la masse. Et justement, si nous, on veut éveiller les consciences avec tout ça, l'upcycling et tout, il faut viser la masse, en fait, les gens qui ne sont pas au courant. Et donc, il faut communiquer. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu peux faire de manière facile et même gratuitement si tu décides de le faire toi-même. Après, évidemment, tu peux faire travailler des agences, etc. Là, bon, c'est un budget, mais tu peux à la base essayer de le faire par tes propres moyens. C'est gratuit et c'est tellement impactant. Moi, si j'étais pas sur les réseaux sociaux, je vendrais rien. Et je le sais très bien, parce que dès que je poste des choses, c'est là que j'ai des commandes. Quand j'essaye de ne pas poster, tu vois, pour me décrocher un petit peu, ben, je le vois. En fait, on a tendance, maintenant, les gens ont tellement la tête obnubilée par 1000 choses à la fois, parce que c'est la société qui veut ça, qu'il faut sans cesse rappeler aux gens qu'on existe. Je dirais que je passe presque autant de temps sur les réseaux sociaux à communiquer et à répondre aux gens qu'à fabriquer mes bijoux. C'est 50% de mon travail, les réseaux sociaux. Donc voilà, après, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais honnêtement, pour moi, on ne peut plus s'en passer. C'est tellement important pour tout, pour communiquer. Si tu fais un marché, si tu fais, je ne sais pas, n'importe quel événement, c'est fantastique, les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, par le biais des réseaux sociaux, j'ai fait un live sale en fait, où j'ai acheté des bijoux dans une friperie qui appartient à une association de femmes qui ont été battues, qui ont subi des violences ou autres, ou sont dans une situation précaire. Je leur ai acheté des bijoux à l'association et j'ai fait un live sale sur les réseaux sociaux. J'ai vendu des bijoux que j'ai fabriqués moi-même grâce aux perles que j'ai trouvées là-bas. Et il y a un pourcentage des ventes qui partait directement pour l'association. Sans les réseaux sociaux, jamais j'aurais pu faire une action comme ça. Et ça a énormément plu aux gens. Et je suis tellement fière et tellement contente d'avoir pu faire ça aussi parce que c'était la première fois que je faisais une action pour une association. Je me suis sentie utile et ça fait du bien. Et les réseaux sociaux, on en a besoin pour ça. Tu peux pas faire un live sale sur un journal ou sur une publicité sur la route, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est tellement important maintenant. C'est ça. C'est une porte d'entrée, c'est une vitrine en fait aussi Ouais. gratuite que je trouve hyper intéressante. Puis j'ai vu aussi que dans la dernière année, tu es passé finalement à la vraie vitrine, que tu es dans Mm. plusieurs boutiques à Montréal. Est-ce que c'est Oui. quelque chose que tu continues de développer? Tu as combien de boutiques en ce moment partenaires? Alors, c'est une très bonne question. En fait, Montréal, c'est facile. J'arrive avec ma petite boîte avec toutes mes créations upcyclées. Ils choisissent et puis ils mettent dans leur boutique directement. Mais dès qu'il faut envoyer, sortir de Montréal, là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut qu'ils choisissent sur un Google Drive. Donc, j'essaye vraiment, d'ailleurs, cette année de travailler sur ça, en fait, sur les points de vente et essayer de trouver des solutions un peu plus simples parce que forcément, les points de vente, c'est très, très important. On en a évidemment besoin aussi pour se développer, pour se faire connaître. Et puis, ça peut également aider. Comme par exemple, si un jour j'ai envie de partir en vacances juste pour me reposer, pendant ce temps, je ferme ma boutique, donc je gagne 0 $. Mais pendant ce temps, les points de vente continuent à vendre mes bijoux. Donc, Exactement. voilà, mine de rien, on en a besoin des points de vente. C'est quand même très, très important. Ouais. Mais c'est vrai que pour les artisans du surcyclage, étant donné qu'on fait beaucoup de produits qui sont uniques, c'est super difficile pour un revendeur, une boutique partenaire, d'afficher en fait le produit sur un site web. Ouais, Parce qu'il faut vraiment. créer une fiche différente pour chaque produit. Donc pour eux, ça devient une tâche monstrueuse parce qu'ils Ouais. ont énormément de compagnies sous leur toit. Donc c'est super difficile. C'est pas parce qu'ils veulent pas, mais c'est parce qu'en fait, c'est juste complètement difficile pour eux d'établir une fiche pour chaque produit. C'est ça. Donc, puis c'est aujourd'hui, on l'a vu avec la pandémie, c'est super difficile d'avoir une boutique, une pignon sur rue sans site web. L'achat tout court est en train de changer au niveau mondial. Il y a beaucoup moins de gens qui magasinent dans les rues parce que voilà, il y a eu la pandémie, ça a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont peur et puis il y en a d'autres qui ont pris goût à consommer aussi uniquement sur Internet. Mais malheureusement, Internet ne fait pas tout. Moi, typiquement, je suis le genre de personne qui va préférer acheter en boutique parce que je vois les produits de mes propres yeux. Les vêtements, je peux les essayer. J'en ai besoin par rapport à ma carrure. Les produits de beauté, je veux les sentir, je veux voir les textures, les parfums. Je veux également les sentir, je veux voir comment ils tournent sur ma peau. Il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à acheter juste en ligne. Donc oui, on en a besoin des boutiques physiques. C'est pour ça qu'il faut continuer à les encourager quand même. Mais pour terminer, ça serait quoi en fait ton fantasme pour l'industrie de la mode?
Mon fantasme pour l'industrie de la mode, que la fast fashion n'existe plus. Non, j'aimerais tellement. Honnêtement, alors moi, j'adore les friperies, comme je te l'ai dit, mais je suis une grande fan aussi de l'upcycling parce que c'est vrai que il y a cette notion de transformer les choses que je trouve incroyable et je trouve ça super inspirant, justement, de rendre un vêtement qui est quétaine, de le rendre au goût du jour et super stylé. Donc, j'aimerais juste que maintenant, voilà, le monde de la mode ne reste que sur ça, tu vois, juste sur l'upcycling et l'achat de seconde main, et puis c'est tout. Et en fait, ce qui est dingue, c'est de se dire que ça suffirait. Ça suffirait. Je vous remercie d'avoir encore une fois été des nôtres et je vous invite à partager notre balado et à devenir membre Patreon pour nous aider à aller à la rencontre du savoir-faire. C'était Noémie Vido-Mayette de Collatéraux et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.